Bonsoir tout le monde, on est là. On accueille dans le studio de la radio primitive Fanny, Fredo, Greg, Eric, Mathieu qui est à la technique près de moi, Nathalie et Fred. Alors on les accueille par rapport au mouvement des cordistes en colère et au syndicat Solidarité Cordiste qu'ils ont créé. Et pourquoi on fait ça? Parce que dans la région de Reims, il y a eu plusieurs victimes de leurs travaux de cordistes au sein des entreprises, que ce soit céréalières ou sucrières, qui ont été particulièrement dramatiques et qui ont suscité une réaction des gens, des proches, etc. Et qui ont suscité la création également d'une association qui maintenant a une dimension nationale. Fanny, tu nous en parleras tout à l'heure. Et auparavant, si vous êtes là, c'est parce que vous avez entrepris une tournée dans une partie de la France, dans le Grand Nord. J'ai bien aimé comme vous aviez explicité ça. C'était un peu au nord de la Loire, donc c'est forcément le Grand Nord. Peut-être vous allez repartir sous la neige. Mais bon, c'était pour... vous êtes allé à Paris, tu nous en parleras, Greg. À Paris, à Lille, vous là maintenant à Reims, et vous allez à Amiens également. C'est ça, à Amiens. D'accord, vous allez faire pas mal de chemin quand même. Hein. Et donc voilà, d'abord, ça serait bien de reparler du contexte, pourquoi on est là, à savoir la condamnation des 2 entreprises au moins, qui ont été responsables dans leur protocole d'emploi des cordistes et des conditions particulièrement précaires de travail. Est-ce que tu peux en parler ? Pour redonner les éléments clés, en tout cas, c'est donc ces 2 accidents. Un premier accident donc en mars 2012, où 2 collègues ont trouvé la mort dans des silos de sucre donc à Bazancourt, sur le site industriel Cristal Union, donc à Bazancourt, donc dans la Marne, pas très loin d'ici. Et dans lequel du coup Fred, tu travaillais également. Oui, tout à fait. Et les 2 collègues qui sont décédés, donc c'est donc Arthur Bertelli et Vincent Dequin, qui le premier avait 23 ans et le deuxième avait 33 ans. Et donc ça c'était donc en mars 2012. Et 5 ans après, un autre collègue qui lui avait 21 ans, donc en juin 2017, donc Quentin Zaraoui Brua, qui est lui aussi décédé donc sur le même site industriel, toujours à Bazancourt, mais cette fois sur la partie du site industriel donc, qui s'appelle Cristanol, qui est une filiale en fait de Cristal Union. Et donc là, il est décédé dans un silo de drèche, c'est-à-dire que c'est des pellets en fait, de céréales qui servent dans la fabrication, la transformation des céréales et de la betterave sur le site industriel. Et donc aujourd'hui, il devait avoir lieu donc une audience en fait sur qui devait être le dernier, qui est le dernier volet de l'interminable parcours judiciaire de ces accidents, et là en l'occurrence donc de l'accident qui a causé la mort d'Arthur et Vincent, et donc le volet civil où du coup donc Frédéric là, qui en tant que du coup rescapé de l'accident devait voir ses dommages et intérêts en tout cas étudiés par le tribunal judiciaire de Reims et le pôle social, en réalité le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, qui est l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale, qui a donc changé de nom depuis quelques années, mais en tout cas là, c'est le volet civil dans les affaires d'accident du travail et de maladie professionnelle qui étudie, qui détermine si oui ou non l'employeur a eu une faute inexcusable qui a causé la survenue de l'accident. Et là en l'occurrence un accident doublement mortel, et aussi pour des séquelles évidemment évidentes, donc aussi pour Fred. Et aussi donc du coup pour les familles, donc les parties civiles, enfin ce qu'on appelle des parties civiles, mais en tout cas les familles, donc pour Fanny qui était donc, toi la compagne de Vincent, et aussi pour avoir une indemnisation sur cette partie. En sachant qu'il y avait déjà eu un procès au pénal où les 2 entreprises avaient été condamnées, et donc il y a eu ensuite un procès en appel, c'est bien ça ? Ça c'était donc
En janvier 2019, le premier jugement correctionnel du coup pour l'accident d'Arthur, Vincent et du coup toi Frédéric. Et après donc les sociétés avaient fait appel, donc il y a eu un deuxième jugement à la cour d'appel de Reims toujours. Et là c'était en septembre 2021. Ouais. Voilà. Et donc là où elles ont été définitivement condamnées et reconnues coupables d'homicide involontaire. Est-ce que tu peux préciser, est-ce que tu as envie de préciser des choses, Fanny, à ce propos qu'est-ce qui siège dans cette commission indemnisation civile Alors en fait, moi j'en dépends parce que j'ai été reconnue ayant droit par la sécurité sociale en tant que compagne de Vincent. Et donc c'est le pôle social qui va déterminer à la fois les dommages et intérêts. Et j'ai perçu une rente en fait pendant la période où j'étais célibataire. Et si la faute inexcusable de l'employeur est reconnue, il y aura aussi une majoration de cette rente. Il y a deux choses qui dépendent du pôle social. D'accord. Alors, si vous voulez, on va parler maintenant depuis. Ah oui, une chose importante, c'est qu'aujourd'hui, la Cour a fait a reporté l'audience. C'est pour ça qu'il y avait. Ouais, c'est l'avocat ils n'ont pas service qui a demandé un report de l'audience. Alors nous, on a été informés par mail mercredi après-midi. Ouais. Dans le mail, c'est juste mis qui demande le report de l'audience parce qu'il n'est pas prêt. C'est vrai qu'au bout d'accord, de 11 ans il n'est et pas demi, prêt. il est D'accord. pas prêt. Alors je pense qu'en fait, ce qu'a voulu dire l'avocat par son mail, c'est qu'il n'a pas reçu les conclusions de Cristal Union. Parce qu'on a reçu les conclusions ni de Carrare Service ni de Cristal Union. On a juste reçu les conclusions de la CPAM. Donc, moi, mon avocat, il m'avait dit qu'il ne demanderait pas le report, même s'il n'avait pas les conclusions, parce qu'il estimait que ça avait assez duré. Mais a priori, Carrare Service et Cristal Union ne sont pas prêts, donc on va les laisser se préparer gentiment. Donc ça, on peut considérer que c'est une stratégie de parade de repousser encore Oui. l'échéance pour reconnaître leur tort, en fait, c'est ça ? Ça leur permet de gagner du temps, sachant qu'en plus, en règle générale, les dossiers de faute inexcusable, si les employeurs ont été condamnés au pénal, ils sont quasiment systématiquement reconnus. Enfin, la faute inexcusable est quasiment systématiquement reconnue. Donc, c'est juste une question pour gagner du temps. Alors, ce qu'on peut préciser, c'est que pendant toute cette période où vous avez dû assumer les différents procès, en parallèle, vous avez reçu le soutien d'autres cordistes et vous avez réussi à créer une association de cordistes en colère et un syndicat. C'est bien ça ? On peut peut-être en parler un petit peu ? Oui, tout à fait. En tout cas, ça a été vraiment, dans la profession des cordistes, ces deux accidents, en tout cas pour ma part et pour beaucoup d'autres collègues, ça a été vécu comme un peu un électrochoc en tout cas. Ça a été vraiment la répétition des accidents dans les mêmes conditions, sur le même site industriel, et le côté vraiment particulièrement dramatique et horrible en fait de ces accidents. Concrètement, c'est des collègues qui sont retrouvés ensevelis sous des tonnes de matière au fond des silos et on ne peut pas juste tolérer ce genre de choses. Et voilà. Donc ça a fait que suite à l'accident de Quentin, il y a eu notamment quelques mois après du coup un rassemblement devant le site industriel de Bazancourt, du coup en hommage à Quentin, et avec du coup toi Fanny qui était venue, Marion qui était également la compagne d'Arthur, et donc la famille de Quentin, et plusieurs dizaines de cordistes qui avaient traversé la France au moment de ce rassemblement. Et ça a été un peu un moment fondateur, en tout cas de se rencontrer dans ce triste moment, mais avec qui en tout cas qui témoignait d'une solidarité, en tout cas d'une volonté, en tout cas de pas accepter cette fatalité, et de se dire en fait là il faut faire quelque chose, ça ne peut plus juste se reproduire sans qu'on ne fasse rien. Et ça c'était donc en septembre 2017, et quasiment un peu plus d'un an après, ça a pris le temps que ça a dû prendre, et notamment avec les échéances judiciaires qui se sont aussi conjuguées, et parce qu'avec le procès du coup de l'accident d'Arthur, Vincent et Fred qui arrivait en janvier 2019, il y avait la nécessité du coup de faire quelque chose, en tout cas d'appréhender ce procès, et donc
par un concours de circonstances et avec notamment un tout petit élément déclencheur avec l'avocat de la famille de Quentin qui avait suggéré en tout cas de créer une association de victimes au départ, des victimes des accidents de Bazancourt, c'est-à-dire de Cristal Union et Cristanol, pour avoir un poids dans ces procès qui allaient venir. Et donc là, il y a eu une première réunion fondatrice du coup en décembre 2018 où on était tous les 5, là ce soir dans cette pièce, on a été présents à cette réunion fondatrice de l'association. Et tout de suite, assez rapidement, c'est une association en fait qui a dépassé en tout cas cette idée de l'avocat, donc uniquement qui aurait dû être une association de victimes des accidents de Bazancourt. On a fait une association de défense des travailleurs cordistes au sens large, avec sur la question des accidents du travail, de la sécurité sur les accidents du travail, mais aussi en fait tout de suite en partant du préalable, de l'idée que si des accidents de travail se produisent, c'est la conséquence en fait quelque part d'un rapport de force dans une profession qui est défavorable en fait pour les travailleurs et à l'avantage, au très large avantage du patronat et des entreprises dans le métier. Et en tout cas dans ce métier des cordistes, qui est une profession qui est relativement jeune, qui a aujourd'hui on peut dire maximum une quarantaine d'années en tout cas, et avec 20 ans en tout cas depuis 20 ans elle commence réellement à se structurer et à exploser en se développant sur tous les secteurs d'activité du BTP, jusqu'à très peu, jusqu'à là, depuis en gros la création de l'association, il y avait uniquement le syndicat patronal qui était le seul acteur de ce métier et a donné le là dans toute la profession. Donc il y avait vraiment un enjeu impératif à s'organiser, quoi. Juste, je voudrais qu'on précise ce que c'est le métier de cordiste, parce que nous, ça nous parle, on vous connaît, mais finalement, les gens qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils se représentent, quel type de métier, quel travail vous exercez. Alors le métier de cordiste est très varié, ce qu'on appelle aussi technicien d'accès difficile. C'est partout, c'est des endroits où on ne peut pas y positionner ni de nacelle ni d'échafaudage. On va faire l'intervention à l'aide de cordes, comme des alpinistes. Voilà, et c'est un peu dans tous les secteurs, bâtiment, industrie, c'est très varié. Oui, donc tout à l'heure, on parlait de gens qui interviennent sur des toitures très hautes, mais aussi de ceux qui lavent les vitres des bâtiments qui sont super hauts. Tout à fait. Et puis, je sais pas... En montagne, il y a aussi tout le secteur qu'on pose appelle de les travaux grillage, publics. Voilà, pour protéger les routes. Sécurisation de falaises, en fait, pour éviter d'endommager les routes, les barrages. Donc en fait, on peut penser qu'il y a un certain nombre de personnes qui s'engagent dans ce métier difficile par l'angle de l'alpinisme, par exemple, des passionnés d'alpinisme qui vont se mettre à ce métier, qui n'ont pas forcément tous les éléments d'analyse sur les conditions de travail qui peuvent être telles qu'elles peuvent être dans les silos de sucre ou de céréales ou je ne sais quoi. Tout à l'heure, quand on a préparé l'émission, on a parlé des collègues qui travaillaient comme intérimaires, qui étaient embauchés dans des sites de grands bâtiments qui avaient été dégradés, fort dégradés, et qui travaillaient à démanteler de l'amiante. Et donc ces personnes-là, non seulement elles travaillaient avec la difficulté du métier sur corde, mais avec la question de l'amiante, alors que ce que tu nous disais, Fred, c'est que normalement c'est totalement illégal d'embaucher des gens sans statut, avec le statut d'intérimaire, qui n'est pas un statut en fait. Et en plus, il s'est avéré que dans une des boîtes, la boîte en question n'avait pas de diagnostic amiante. Je me trompe ? Non, c'est ça. Donc pas de diagnostic, le personnel pas formé. Et en plus de ça, donc personnel intérimaire qui normalement ne devrait pas être sur le lieu. C'est que du personnel embauché normalement. D'accord. Donc en fait, tout cela pour dire que depuis ces années écoulées, depuis ces drames passés, est-ce que la situation, il vous semble qu'elle s'est améliorée ? C'est difficile à mesurer. D'une manière générale, est-ce que c'est amélioré ? Ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a une résistance ouvrière qui existe aujourd'hui, enfin qui existait forcément aussi avant, mais qui aujourd'hui, en tout cas, elle a l'appui, en tout cas, d'une communication publique.
un systématisme, enfin en tout cas qu'on essaie de mettre en place, que quand il y a des choses qui ne sont pas acceptables, quand elles se produisent, on le rend public, on le fait pour connaître à nos collègues pour qu'ils soient alertés sur telle ou telle situation, mais aussi publiquement, c'est-à-dire beaucoup plus largement que le petit milieu des travailleurs cordistes, aux yeux du grand public, pour faire exister la problématique, notamment, entre autres choses, de la question des accidents du travail en général, et pour, à partir de là, pour faire que ce problème existe en tant que problème, quelque part politique, et puis du coup faire qu'on arrive à avoir des mesures qui soient mises en place, quoi. Ouais, porter à la connaissance du public, de la population en général. Et justement, à ce propos, vous avez organisé une ou plusieurs campagnes concernant des boîtes en particulier et leurs pratiques, qu'il s'agisse de leurs pratiques, puisqu'il s'agit d'une boîte qui s'appelle Cabestan et qui a des ramifications jusqu'en Guyane, territoire militaire s'il en est, notamment à la base de Kourou, mais bon, ils sont aussi implantés sur tout le territoire métropolitain. Et est-ce que vous pouvez parler de cette boîte Cabestan ? Oui, tout à fait. Ouais. En fait, c'est une société qui dans le métier de cordiste qui est connue, qui est très très largement connue de tous les cordistes, en tout cas qui ont un minimum d'expérience. On sait on y est passé et on a constaté des conditions déplorables, en tout cas une absence de matériel, ou en tout cas aujourd'hui il y avait quasiment 0 embauché dans la société, c'est quasiment à 100% d'intérimaires qui réalisent les chantiers de cette société, et avec du coup un énorme turnover sur les chantiers, c'est-à-dire toujours des nouveaux travailleurs qui reviennent, qui font les chantiers, qui découvrent les modes opératoires de la société, mais les très légers modes opératoires de la société, et en tout cas systématiquement des nouveaux chantiers. Et ça fait une grosse précarité. Déjà rien que ça en soi, cette absence d'organisation du travail. Et ça conjugué au fait qu'il n'y a quasiment pas de matériel de sécurité, ni de matériel de travail. Toutes les choses qui sont censées être faites d'habitude et que aussi d'autres sociétés ne respectent pas, évidemment, là non plus ne sont pas respectées, c'est-à-dire d'identifier les points d'ancrage, ce qu'exige le Code du travail, que ça revient à l'employeur de définir où est-ce qu'on doit s'accrocher et est-ce que ces points où on s'accroche vont être suffisamment résistants pour nous soutenir. Ça, c'est jamais fait. Le fait d'anticiper les secours, en fait, le métier, là, il y a une spécificité, c'est qu'on travaille donc en suspension sur corde, on est donc suspendu dans des harnais, et il y a un phénomène physiologique, en tout cas, si on se retrouve inanimé dans notre harnais, si on fait un malaise ou qu'on a un accident, il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome du harnais qui se produit, c'est-à-dire ça fait en fait des points de compression au niveau des artères fémorales, et ça nous laisse en gros quelques minutes d'espérance de vie, avant desquelles il faut impérativement nous reposer au sol pour établir la circulation sanguine. Et ça nécessite du coup d'être... notamment ça se traduit dans le Code du travail dans le fait qu'on soit minimum 2 en permanence pour pouvoir supporter secours, et notamment ça nécessite également, j'en reviens du coup à Cabestan, ça nécessite que ces secours soient anticipés, programmés, et la manière de supporter secours elle soit réfléchie en amont, et qu'en plus d'être réfléchi en amont, il y ait un exercice qui soit mis en place pour qu'en cas de besoin, les travailleurs soient en mesure de mettre en place cette procédure de secours. Et ça, systématiquement, ce n'est pas fait non plus, parce qu'en gros, concrètement, c'est des chantiers où on dit aux intérimaires, demain tu vas à tel endroit, tu vas aller faire ça, tu vas aller nettoyer un chenot sur le toit, tu vas aller nettoyer les vitres sur ce bâtiment. Mais déjà, ils ont rien d'autre que juste l'adresse en général, la plupart du temps, voire une photo par Google Earth, une capture d'écran pour identifier là où est-ce qu'ils vont aller travailler. Et après, c'est eux qui découvrent le chantier et qui vont du coup sur place eux-mêmes, avec les compétences qui vont automatiquement variables d'une équipe à l'autre, vont devoir faire l'analyse de risque et définir les modes opératoires et voir comment est-ce qu'ils vont devoir intervenir, vu que ça n'a pas été défini par la direction, qui n'est en plus c'est une précision importante, notamment pour le siège de la société qui est en région parisienne. Le responsable du siège de la société, de cet établissement, vient d'une société de peinture, mais il n'a aucune connaissance dans le métier spécifiquement des travaux sur corde. Il n'a pas de formation dans les travaux sur corde, et dans la société, donc il y a, en plus qu'il n'y a pas d'embauché, qu'il n'y a pas de permanent cordiste dans la société pour gérer les chantiers,
même la direction n'a pas les compétences pour le métier de cordiste. Oui, donc en fait, ce qui apparaît clairement, c'est que les personnes qui sont embauchées, qu'elles soient intérimaires, et ce qui est illégal au demeurant, mais elles se retrouvent en situation d'exploration et de découverte d'un site pas à pas, alors qu'en fait, la société qui les embauche devrait mettre en place un protocole. Et comme tu disais, au minimum, et des règles au minimum pour qu'il y ait au moins 2 personnes côte à côte pour pouvoir se surveiller, tout ça. Et je crois me rappeler un peu tout ce que vous aviez décrit déjà dans ce qui s'était produit à Bazancourt. Justement, le fait qu'il y avait une incompétence crasse des autorités qui géraient ces silos. Et ouais, une incompétence assez édifiante, quoi. Oui, en effet, moi je me souviens bien du témoignage de l'inspectrice du travail qui était venue dès le lendemain, je crois, de l'accident et qui avait décrit, j'allais dire pas à pas, mais vraiment élément par élément, de façon très minutieuse, tous les manquements, c'est-à-dire aucun système de sécurité n'avait été mis en place. Et je crois même me rappeler que la personne qui avait accueilli l'équipe de cordistes au procès a dit « Ah mais moi je suis pas au courant, je sais pas, je les ai emmenés, on m'a dit de les emmener, je les ai emmenés. » Voilà, et c'est comme ça qu'ils ont été condamnés, Carrare et Cristal Union. Alors ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vous nous avez parlé de cordistes récemment, si j'ai bien compris, qui ont fait valoir leur droit de retrait. Vous voulez en parler un petit peu de cet exemple-là ? Ça va faire revenir sur la société Cabestan. En tout cas, c'était un des points de départ, en tout cas, des communications. C'est un chantier qui s'est passé dans le quartier de la Défense à Paris, sur une tour de 220 mètres de haut. Et on avait vu dès le mois de février passer des annonces sur les réseaux sociaux pour recruter des cordistes pour aller travailler sur on ne connaissait pas la société à l'époque, mais il était demandé des cordistes pour aller laver les vitres à 220 mètres de haut en apportant leur matériel personnel. Et ce qui était la description du poste, c'était que c'était une journée continue de 8 heures en une seule descente, c'est-à-dire de partir du haut de la tour et d'aller jusqu'en bas pendant toute la journée de travail, sans pause. Ça, c'était les conditions requises pour la mission. Plusieurs sociétés d'intérim relayaient l'annonce. Tous les cordistes sur les réseaux sociaux se sont outrés et ont incendié les personnes qui publiaient ces annonces. Elles ont été rapidement retirées. L'association a aussi fait pression sur les agences d'intérim qui continuaient à le relayer. Bon, ça a disparu. On n'a plus eu les annonces. Mais on ne savait pas qu'est-ce qui en était devenu de ce chantier. Et dans l'été, on a des collègues qui nous contactent, donc 6 mois après, en nous disant au mois de mai, on a travaillé sur une tour à la Défense de 220 mètres de haut, qui est la tour Éclat à Paris. Et on était donc toute une équipe, 6, 7, je ne sais plus exactement le nombre là, de mémoire, de personnes qui étaient sur la tour, 100% intérimaires. Et au bout de plusieurs jours de travail, on a estimé qu'on n'avait pas assez de matériel, on n'avait pas eu d'exercice secours de mis en place, les points d'ancrage n'étaient pas respectés, et en plus de ça, juste avant, ils avaient un petit peu de matériel parce qu'il y avait quelqu'un qui était auto-entrepreneur, qui avait un statut d'indépendant qui travaillait avec eux et qui lui apportait du matériel et qui avait pour plusieurs raisons décidé de quitter le chantier. Et donc là, du jour au lendemain, ils se retrouvaient, en plus qu'ils n'avaient pas beaucoup de matériel, ils se sont retrouvés avec quasiment plus du tout de matériel pour travailler, c'est-à-dire plus assez de cordes, plus assez de protège-cordes, plus assez de mousquetons de sangle. Et donc juste là, le matin, ils ont appelé l'entreprise, on dit non, là on n'a plus assez de quoi travailler. Donc soit vous nous apportez le matériel, soit on exerce notre droit de retrait parce qu'on ne va pas aller juste à quelques-uns à gauche, à droite de la tour, c'est-à-dire pas avec suffisamment de contact visuel, et de toute façon c'est impossible de se mettre sur corde. Et là, la société, n'a rien apporté. La journée s'est passée. En gros, ils n'ont eu aucune réponse à leur droit de retrait. Et si ce n'est qu'en fin de journée, c'est leurs agences d'intérim respectives qui les a contactés pour dire demain, donc c'est-à-dire jeudi, c'est fin de mission, vous ne revenez pas travailler. Et donc, en gros, ils ont fait leur droit de retrait et ils ont été virés. Et en plus de ça, à la fin du mois, ils reçoivent leur fiche de paye, et pour 7 jours de travail, pour la plupart, ils avaient fait, c'était à cheval sur 2 semaines avec plein de jours fériés. Sur 7 jours de travail effectif, ils ont été payés 3 heures.
Donc en gros, concrètement, ils ont été sanctionnés de manière démesurée pour avoir exercé leur droit de retrait. Et donc là-dessus, c'est ça qui a déclenché. Donc on a essayé pendant tout l'été de mettre la pression sur les sociétés pour qu'ils soient payés, courrier à répétition, aux agences d'intérim, à la société Cabestan, copie à vos inspections du travail. Ça bouge pas, aucune réponse. Si ce n'est une agence d'intérim qui à un moment donné finit par nous dire je n'ai plus rien à vous dire, c'est terminé, je vous répondrai plus. Et donc là, on a décidé de rendre public cette situation. De toute façon, on leur avait dit dans les derniers courriers, si vous ne faites pas, il n'y a rien qui change, on va être obligé d'alerter nos collègues, ne serait-ce que pour les prévenir, les mettre en sécurité. Et ça, c'est ce qu'on a fait. On a du coup communiqué donc là à l'automne. Et donc 2 communications successives, parce qu'en plus, entre-temps, il y a eu encore d'autres témoignages qui arrivaient, notamment en Guyane, un collègue qui était se retrouvait aussi dans des conditions de travail catastrophiques. Donc ça a paru indispensable de communiquer. Et donc là, de ce que ça a permis, en tout cas directement par rapport à cette situation, c'est qu'il y a aujourd'hui un peu moins d'une dizaine de personnes qui s'apprêtent à attaquer au prud'homme, à poursuivre au prud'homme la société, en lançant une action collective pour se défendre, pour demander réparation, en tout cas des pratiques, des manquements en termes de sécurité dont ils ont été victimes. D'accord. Et en Guyane, sur la base de Kourou, je crois qu'il y a eu un accident très grave de quelqu'un un cordiste qui travaillait sur un pylône. Est-ce que tu peux en parler ? C'est dans la même société, en 2016, un collègue, donc Joshua, qui est décédé. En tout cas, le pylône est tombé. Donc c'était sur la base spatiale aérienne, la base spatiale de Kourou, donc de là où il lance les fusées aériennes. Et le pylône est tombé, il est mort sur le coup. C'était aussi avec cette société. Ouais. On disait tout à l'heure, on se demandait s'il y avait une amélioration depuis ces dernières années. Sur les conditions de travail, il semblerait que ce soit quand même difficile, mais ce que j'ai retenu, c'est que le fait d'avoir créé une association et un syndicat, ça permet quand même que un certain nombre de cordistes se défendent et communiquent entre eux. Oui, ne serait-ce qu'en tout cas par l'association, en tout cas par la forme, la structure de l'association, en tout cas on a créé des outils en tout cas de communication, enfin un site internet, on a par différents réseaux, on a plusieurs canaux de diffusion et on a une écoute. En tout cas c'est souvent relayé, en tout cas il y a la presse souvent qui relaie en tout cas des choses qu'on communique, et du coup les collègues en tout cas quand ils nous contactent, c'est un des outils en tout cas de rapport de force, et c'est ce qu'on dit souvent, c'est qu'on n'est pas nombreux, et du coup notre force des faibles, c'est la communication, et en face les entreprises, leur image publique elle est hyper importante, et du coup de rendre public leurs pratiques qui ne sont pas acceptables, souvent ça fait bouger les choses. C'est une étape à partir de laquelle on arrive à faire bouger les choses. Et là en l'occurrence pour les collègues de Cabestan, la succession d'articles, il y en a un qui avait été payé 3 heures. Là, au mois de novembre, il a reçu une fiche de paie. Il y avait plus de 1 000 €. Où il a eu son rattrapage de salaire. Alors que ça faisait 6 mois qu'il y avait eu je ne sais pas combien de dizaines d'échanges et il ne voulait rien entendre. Bon, reste les manquements en termes de sécurité qui devront encore être étudiés. Je dirais que l'autre élément important, c'est la solidarité que ça peut déclencher, toutes ces campagnes qui ont été menées, la tentative, la création de ce réseau et tout ça, qui est importante. Une petite idée comme ça, c'est aussi que le fait de mettre en lumière les mauvais agissements de certaines sociétés, ça peut-être, enfin, c'est ce que j'espère, je suis pas sûr que ça arrive, mais faire prendre conscience aux donneurs d'ordre, c'est-à-dire aux entreprises qui font appel aux sociétés de cordistes, qu'elles ont des responsabilités et que c'est elles qui seront, en partie en tout cas, pour les employeurs, tenues responsables s'il y a des manquements, même si c'est la société sous-traitante de cordistes qui fait pas les choses comme il faut, les sociétés donneuses d'ordre sont tenues responsables. On est d'accord ? En tout cas, c'est ce qui a été le cas, partiellement le cas dans les accidents de Bazancourt. Pour ce qui est de l'accident d'Arthur et Vincent en 2012, en tout cas, pour le coup, Cristal Union a été jugé et reconnu coupable 2 fois, c'est-à-dire même jusqu'à un appel, d'homicide involontaire.
Et une petite parenthèse, en tout cas, qui est assez importante, le fait d'avoir fait appel, donc effectivement, ils ont été condamnés définitivement, mais ce qu'ils ont réussi à s'enlever, Cristal Union, c'est la mise sous surveillance judiciaire de la société. Donc c'est tout le groupe Cristal Union. Donc ça, c'était la peine qui avait été prononcée en 2019 après le premier procès en correctionnel. Donc ils ont fait appel, et la seule chose qui a été retirée, c'est cette condamnation qui est assez... qui pour eux, en gros, c'était ce qui était le plus emmerdant, hein, parce que ça voulait dire avoir le regard des autorités judiciaires sur toutes les mesures de sécurité de l'ensemble du groupe. Et donc ça, ils ont réussi à le supprimer. Donc ils ont eu uniquement une amende de plusieurs centaines de milliers d'euros, 200 000 euros, je sais. 100 000 chacun. 100 000 chacun, ouais. 100 000 Cristal Union et 100 000 Cara Service, qui était là l'entreprise de travaux. Et donc oui, les donneurs d'ordre parfois les donneurs d'ordre sont condamnés, c'est assez rare, mais il y a aussi d'autres exemples. Il y a notre collègue, il a suivi la procédure aussi d'un collègue qui est décédé lui en 2018 à Nîmes. Il avait fait une chute sur un travaux de construction de bâtiment, et là en l'occurrence c'est quasi exclusivement l'entreprise générale de travaux, c'est-à-dire là c'était la société Eiffage Construction qui a été condamnée, et là cette fois-là, c'était sur le fait d'avoir recours à des travaux sur corde plutôt que de mettre en place soit un échafaudage, soit des nacelles. Et là, donc oui, il y a cette responsabilité évidente des donneurs d'ordre sur comment doivent se dérouler les chantiers. Et notamment, en tout cas, c'était en termes réglementaires, il n'y a pas grand-chose, enfin, il y a beaucoup, c'est très lacunaire, mais en 2019, il y a le ministère du Travail et l'OPPBTP, qui est un organisme de prévention, qui ont sorti une note, qui en fait c'est un rappel de la réglementation qui encadre ces travaux, et c'est une note qui s'adresse aux donneurs d'ordre. En tout cas, ils ont fait le choix on peut en dire beaucoup de choses, mais en tout cas, ça met le focus aussi sur cette responsabilité qui est importante aussi des personnes qui demandent d'avoir recours à ces travaux, quoi. Ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause et ensuite on parlera de l'ouvrage que j'ai devant les yeux qui s'appelle « Un jour, j'irai là-haut » d'Éric Louis. C'est la lutte finale, un combat d'initiés sont les perdants qui gagnent, nos dames émancipées. Les médias sous le roi, mon peuple articulé, d'un pantin au long bras, faut pas venir pleurer. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est terminé entre nous deux. La tyrannie sous l'étendard sans élevé, entendez-vous, dans nos campagnes mugir nos pauvres de faim, de froid, qu'ils viennent jusque dans vos bras, pleurer dans nos villes, nos sarcasmes aux armes, etc. Que veut cette horde militaire de traîtres et de rois conjurés quand ils nous traînent, quand ils nous traitent de cons, de braves, de pauvres Français quoi? Ces cohortes étrangères feraient la loi dans nos foyers quoi? Nos flics soldats mercenaires alors qu'on est tous étrangers aux armes, etc. Et la loi triche, l'impôt se rit des malheureux, nul devoir ne s'impose aux riches, le droit du pauvre est un mot creux, des preuves qui se ramassent à l'appel, l'égalité n'existe pas, pas de droit sans devoir, dit-elle, égaux à la naissance parfois, liberté, liberté chérie, ceux qu'on la thune n'ont que l'odeur, amour sacré de la patrie, et la fraternité se meurt.
Bonsoir tout le monde, on est là. Ce soir, on accueille dans le studio de la radio primitive Fanny, Fredo, Greg, Eric, Mathieu qui est à la technique, près de moi, Nathalie et Fred. Alors on les accueille par rapport au mouvement des cordistes en colère et au syndicat Solidarité Cordiste qu'ils ont créé. Bien, Greg, je crois que tu voulais, ou Fanny, vous vouliez préciser des choses par rapport à Cristal Union. Parce que finalement, dans le grand public, on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. Ouais, alors Cristal Union, ils font plusieurs choses, mais ils travaillent essentiellement sur la betterave, et donc ils sont producteurs de sucre. Et concrètement, c'est la marque Daddy, qui est connue de tout le monde, les emballages roses. Ils ont racheté aussi le groupe Erstein. Et ils fournissent aussi le sucre de plein de produits transformés, manufacturés. Les bonbons Haribo, c'est Cristal Union. Le Fanta, le Coca, c'est Cristal Union, un des fournisseurs. Après, je ne sais pas si c'est le fournisseur exclusif. Mais c'est une des plus grosses entreprises de sucre. Ils sont même au niveau mondial, hein, parce qu'ils ont des entreprises qui sont en Pologne, je crois, si je ne me trompe pas, et au Brésil avec la canne à sucre. Oui, c'est une multinationale gigantesque. Et toi, Greg, tu voulais dire des choses, des précisions par rapport au volet juridique ? Une précision qui paraît pas des moindres, c'est que on disait qu'ils ont été condamnés pour homicide involontaire par rapport à l'accident mortel d'Arthur et Vincent qui a eu lieu en mars 2012. Mais par contre, pour ce qui est de l'accident de Quentin Zaraoui Bouya, donc là, il y a eu une procédure également qui a été, ça c'est arrivé beaucoup plus rapidement, le lancement de la procédure. C'est arrivé aussi en 2019, alors que du coup, pour l'autre procédure, l'accident en 2012, début de la procédure en 2019, donc 7 ans avant qu'il y ait un premier jugement. Hein. Donc c'était 7 ans d'attente pour les familles et les proches de ses collègues. Et donc là, ça a été plus rapide. Mais à quel prix ? Au prix que Cristanol, qui est une filière de Cristal Union, c'était vraiment le site voisin de Cristal Union à Bazancourt. Cristanol n'a même pas été cité à comparaître au procès de l'accident de Quentin. Donc ils n'ont même pas eu besoin de venir s'expliquer de leur responsabilité. Alors que c'est 2 accidents parfaitement similaires, 2 accidents dans des silos, de morts par ensevelissement dans des silos, 2 accidents où les ensevelissements se sont produits parce que les trappes de soutirage qui permettent que la matière s'écoule de sous les silos, les trappes étaient ouvertes pendant que les collègues étaient à l'intérieur des silos. Et ces trappes, c'est bien l'usine qui les commande. Et donc l'usine, c'est bien Cristal Union ou Cristanol qui était sa filiale de l'époque. Et donc là, ils ont été complètement blanchis au niveau pénal. Et à tel point que il y a quand même le responsable de site qui a dû venir le jour de l'audience de l'accident de Quentin à la barre, mais juste sur le volet civil. Ou même, je dis peut-être une bêtise, c'était juste pour témoigner. Ouais. Il n'était pas mis en examen, mais il a été cité à témoigner à la barre quand même. Et à tel point que ce jour-là, sur la question des trappes, en fait, il s'en mêlait les pinceaux sur la question des trappes, est-ce qu'elles étaient ouvertes, est-ce qu'elles étaient fermées. Et c'est le président en fait du tribunal qui, à un moment donné, qui le corrige et qui le remet sur le droit chemin, en fait, pour établir dans le bon sens, en fait, pour pas qu'il dise trop de conneries, parce qu'il était en train de lui-même de s'enfoncer alors qu'il était même pas jugé. Hein. Là, juste, il venait témoigner. Donc là, et juste pour parler de la question de la collusion entre la justice, en tout cas la justice rémoise en l'occurrence, mais c'est pas, je pense pas que ce soit propre à Reims, hein, ces pratiques-là, hein, qui est de collusion de classe entre une justice et le plus gros employeur local, qui là a été jugé pour un deuxième accident mortel à quelques années d'intervalle. Et donc là, ils avaient quelques mois avant, donc en janvier 2019, ils avaient été condamnés une première fois. Et là, visiblement, en tout cas pour la justice, il n'était pas question de recondamner un des plus gros employeurs locaux une deuxième fois. Donc là, ils n'ont même pas été jugés. Et après ça, on a cherché tout ce qui était possible en fait pour essayer de les remettre devant la justice, parce qu'il existe des procédures de citation directe, notamment pour essayer pour forcer la justice à faire un procès. Mais on s'est retrouvé bloqué pour la simple et bonne raison que, entre-temps, Cristal Union a réalisé une opération commerciale de fusion-absorption de sa filiale Cristanol, qui n'existe plus juridiquement, elle n'a plus d'existence légale, et donc elle n'a
ne peut plus avoir à répondre de ses responsabilités devant un tribunal. Donc en gros aujourd'hui, pour ce qui est de l'accident de Quentin, ils ont été totalement blanchis. C'est peut-être le moment de parler de ton ouvrage, Eric. Un jour, j'irai là-haut. Alors, j'ai pas eu le temps de le lire, moi, parce que vous venez de l'amener. Bah ouais, c'est ça. C'est un bouquin qui a été fait dans le cadre de l'association des cordistes. Voilà, c'est un bouquin qui a été fait dans le cadre de l'association Cordistes en colère, Cordistes solidaires. C'est le deuxième bouquin, on en avait déjà commis un en 2019 qui s'appelait Chronique sur corde, qui a été vendu à plus de 1500 exemplaires jusqu'à aujourd'hui. On peut considérer que c'est un succès dans le milieu. Et donc du coup, on s'était dit qu'il fallait qu'on refasse la même opération dans la mesure où ça met au jour des luttes dans notre collectif et dans le monde des cordistes en général. Donc ça faisait un petit moment qu'on se disait qu'il fallait qu'on refasse... qu'on republie un bouquin, et puis le Covid est passé par là, et puis d'autres choses, nos luttes, etc., ont fait que ça a traîné, et puis en début d'année, on a remis ça avec Greg sur le dessus de la pile, et puis ça a traîné un peu, et puis juste avant l'été, on a mis le turbo, et puis on a sorti ce bouquin juste pendant l'été. Il est sorti là, il a été imprimé au mois de septembre. On vient de communiquer dessus, là, il n'y a pas très très longtemps. Et donc, du coup, c'est notre deuxième bouquin. C'est une manière de témoigner de ce qu'on fait d'une manière générale, mais toujours en parlant des gens. On ne va pas commencer à dire de manière exhaustive tout ce qu'on fait au quotidien dans l'association, parce que de toute façon, l'intérêt, c'est pas de parler de nous, mais c'est de parler des gens qui sont en lutte, des gens qui sont blessés au travail. Et du coup, on raconte des histoires de quelques cordistes. Ce sont des histoires qui ont déjà été publiées sur notre site internet. D'accord. Qui pour certaines sont assez anciennes, mais qu'on a sélectionnées pour remettre sur le devant, parce qu'elles sont assez symptomatiques de ce qu'on parlait tout à l'heure. On parlait de Cabestan, il y a une histoire qui est arrivée en 2019, une des premières histoires qui nous est revenue et qui parlait de Cabestan. Voilà, en gros, et ce bouquin, c'est aussi un objet qui permet de susciter la discussion, de faire des rencontres, d'en parler tel qu'on le fait là. Et donc voilà, et ça permet aussi, chose aussi importante, tous les bénéfices, bien évidemment, vont dans les caisses de l'association. Il n'y a pas une seule seconde des frais annexes, des droits d'auteur ou quoi que ce soit. Le bouquin coûte 7 €. Les 7 € vont intégralement dans la caisse de Cordistes en colère, Cordistes solidaires, pour venir en aide des cordistes qui sont en difficulté, qui veulent attaquer leur employeur au prud'homme, qui ont des difficultés dans la vie d'une manière générale, parce qu'ils ont été blessés, parce qu'ils se retrouvent dans des situations précaires. Voilà, en gros, le but. Donc il y a pas mal de témoignages de cordistes que vous avez rencontrés ou qui sont aux quatre coins de la planète ou... Quatre coins de la planète, ça fait un peu beaucoup. Mais... Non, disons, la Guyane, c'est loin quand même. Ouais, c'est loin, bien sûr. Je pense que vous avez... Oui, en l'occurrence, là, c'est les histoires de Vincent, Karine, Xavier et Jules. Pour résumer, vite fait, Vincent, c'est un gars qui, en 2019, réclame 50 centimes d'augmentation sur son chantier. Il se fait virer parce qu'il réclame 50 centimes d'augmentation, par exemple. Voilà, ça, c'est une petite histoire. Donc, on raconte cette histoire-là. Karine, aujourd'hui, elle peut plus exercer son métier de cordiste parce qu'elle a des cervicales qui sont détruites par ce métier qu'elle a exercé pendant 15 ans. Et au-delà de ça, Karine, aujourd'hui, elle ne peut plus travailler du tout. Et aujourd'hui, Karine, son combat, c'est d'essayer de ne pas souffrir au quotidien, de se reconstruire et de ne pas souffrir au quotidien. Un jour positif pour Karine, c'est un jour où elle n'a pas souffert. Donc, dans certaines situations, on en est là. Et puis Karine, bien évidemment, on l'a soutenue. Elle s'est tournée vers nous. On l'a soutenue. On continue de la soutenir. Et pour la petite histoire, Karine, qui est dessinatrice, illustratrice aussi, en dehors de son métier. C'est elle qui a dessiné l'illustration qu'il y a sur le bouquin. Donc ça fait aussi partie de la façon de la soutenir. Voilà, elle a fait ce truc-là. Je pense que elle était très contente de le faire. Et ce visuel, c'est elle qui l'a dessiné, qui l'a créé. Donc voilà, il vient illustrer ce bouquin aujourd'hui, qui va être diffusé à 2000 exemplaires à travers le monde, comme tu disais tout à l'heure. Alors on peut décrire un peu cette couverture. En fait, on voit un point sectionné qui est au bout d'une corde, qui est relié à une poulie, et qui, de l'autre côté, il y a 3 personnes qui tirent cette corde
au sol. Voilà, c'est ça. Donc, et ce point, précision importante, il est fermé. C'est un point comme ça. Ah ben le point il est fermé, c'est le point de la lutte quoi. On essaie de hisser le plus haut possible et puis Karine nous a mis des petits symboles qui symbolisent c'est pas mal, des symboles qui représentent le métier de cordiste, la corde, la poulie et puis les petits bonhommes qui tirent et ça représente la lutte et puis la solidarité au sein de notre métier. Enfin celle qu'on aimerait voir exercer dans le sein de notre métier en général quoi. Et donc moi je voulais demander, en fait c'est par rapport à la parution de ce livre que vous faites une tournée en ce moment ? Bah ouais c'est ça, comme je le disais tout à l'heure, c'est un prétexte de se retrouver autour de ce bouquin, mais au-delà c'est parler des luttes bien évidemment qu'il y a tout autour. La tournée aussi elle s'est construite parce que cette semaine, mercredi, on était au ministère du Travail, à la Direction Générale du Travail, pour participer au groupe de travail qu'on a poussé à se constituer pour faire évoluer les luttes dans ce métier, avec plein de partenaires institutionnels. Donc à l'issue de ça, on était à Paris, on s'est dit on va faire une soirée comme on fait d'habitude à l'issue de ces rencontres DGT. Et puis aujourd'hui, il y aurait dû y avoir cette audience au pôle social, donc on s'était dit on va faire... à l'issue de la journée, on va faire une rencontre à Reims. Donc, entre deux, on s'est dit qu'on allait caler Lille. C'est ce qu'on a fait. Hier soir, on était à Lille. Et puis, pour finir la semaine en beauté avec Greg, on avait décidé d'aller faire un tour sur Amiens pour finir la semaine tranquillement, quoi. D'accord. Donc voilà, on a élaboré cette mini tournée autour de deux dates qui étaient posées. On en a mis 2 autres. Et puis, on fait une tournée de 4 jours, quoi. Voilà comment ça se construit. Très bien. Et à Paris et Lille, ça s'est passé comment ? Paris, ça s'est très bien passé. Paris particulièrement, on a une bonne trentaine de cordistes qui sont venus nous voir. Et les échanges ont été fructueux. La chose qui est pas mal, c'est qu'on n'est pas là pour délivrer la bonne parole. On est là de faire en sorte que les gens se rencontrent, parlent et s'organisent. Et c'est ce qui s'est passé à partir du moment où on lance un petit peu la soirée. On commence à évidemment. On reste pas sans rien dire parce on faisait un petit peu le débrief de ce qui s'était passé à la Direction Générale du Travail la journée et puis un petit peu le point sur nos luttes en cours et puis à partir du moment où ça s'est fait, après les gens entre eux qui se connaissent ou qui se connaissent pas, ils commencent à ferrailler, à se raconter leurs expériences et puis voilà, c'est comme ça que ça se passe. Ouais, ça crée une émulation et Voilà. une démotivation nouvelle qui peuvent naître. Voilà. Etc. Et puis c'est un prétexte aussi à ce qu'ils se rencontrent parce que les gens se rencontrent simplement sur les chantiers, se croisent sur les chantiers parce qu'il y a beaucoup de précarité dans ce métier. On l'a dit tout à l'heure, les gens qui sont pas forcément toujours sur les mêmes sites avec les mêmes collègues, etc. Donc ça fait qu'on croise beaucoup de monde, mais on n'a pas forcément le temps de construire des rapports qui permettent de se fédérer et de s'unir pour lutter. Donc là, c'est aussi un point de rencontre qui fait qu'ils sont là pour parler peut-être autre chose que du boulot proprement dit, mais des luttes qui peuvent venir autour, quoi, et des difficultés qu'ils ont, quoi. D'accord, du collectif. Et Fanny, je voulais te poser une question aussi avec l'association des proches des victimes, qui est une association nationale, il faut le rappeler. Vous avez entrepris et vous avez été... vous êtes rendu à Paris, vous avez fait une mobilisation le 4 mars dernier. Est-ce que tu peux en parler ? Oui, en fait, c'est une association qui s'est créée, qui est constituée à la base de familles de victimes d'accidents mortels du travail. Et donc, elle s'appelle le collectif Famille et Stop à la mort au travail. On a été mis en relation par l'intermédiaire de Mathieu Lépine, qui recense sur un compte Twitter et Facebook qui s'appelle Silence des ouvriers meurent, tous les accidents mortels du travail qui apparaissent sur la presse quotidienne régionale. Et on s'est créé au mois de novembre l'année dernière, on vient de fêter notre anniversaire. On a commencé... la cohésion du groupe, en fait, comme on vient toute la France, on s'est rencontrés. Notre première grande journée d'action, c'était le 4 mars 2023 à Paris. On avait fait une marche blanche devant le ministère du Travail. On a ensuite été reçus par le ministère du Travail. Depuis, dans l'année, en vrac, on a été reçus à l'Assemblée nationale et au Parlement européen pour participer à des colloques sur la mort au travail. On a été reçus au ministère de la Justice et au ministère du Travail plusieurs fois. Et on a aussi fait des interventions à la DRETS Grand Est à Nancy, là tout récemment au mois d'octobre.
pour participer à une journée de formation dédiée aux inspecteurs du travail. Et donc, on a témoigné pour sensibiliser justement les inspecteurs du travail sur leur prise en charge et leur communication aux familles de victimes d'accidents du travail. Alors, ça fait plusieurs rencontres au ministère du Travail. Je me demandais pourquoi vous y êtes allé, qu'est-ce que vous avez abordé et comment on vous a répondu, comment on vous a accueilli. C'est Fabienne qui a été reçue une première fois toute seule avec son mari. Fabienne Bérard, c'est une des coprésidentes de l'association. Elle a été reçue la première fois. Elle a amené, en fait, on était une quinzaine de familles à cette époque-là. Elle a amené les portraits et nos lettres de revendication, entre guillemets, nos témoignages. Elle les a posés sur le bureau du ministère du Travail. Elle a été bien reçue, ils ont été sensibles en fait à la question. Et alors ils travaillent sur, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, c'est un projet de loi de travail, je crois, je ne sais plus le nom. Et ils sont sensibles donc au sujet des accidents du travail et ils ont créé, là au mois de septembre, ils ont sorti une campagne nationale de sensibilisation justement sur ça. Il y a eu des clips vidéo qui étaient diffusés à la télé et sur les radios. Et on les a inspirés en fait pour cette campagne. Voilà. Les travaux sont en cours, ils nous contactent régulièrement et on travaille en partenariat avec eux. Et tout à l'heure, tu avais l'air de dire qu'au ministère de la Justice, l'accueil n'avait pas été le même. Oui, alors oui. Il y a uniquement Fabienne qui a été reçue et en fait nous on a des revendications par rapport à la justice parce que faut savoir que quand on est confronté à un accident d'un de nos proches, la plupart du temps personne n'a aucune idée du fonctionnement du système judiciaire et on se retrouve livré à nous-mêmes. Faut trouver un avocat. Il faut savoir si on porte plainte, si on porte pas plainte, si on se constitue partie civile. Et c'est un véritable parcours du combattant. Ça peut durer des années. Hein. La preuve, nous, on en est, si on veut être très précis, 11 ans et 3/4 de procédure. Pour mon cas. Et ça, personne ne s'attend à ça au départ. Et personne n'est armé pour vivre ça. Donc le collectif, on échange beaucoup sur plein de sujets, mais notamment sur celui-ci. Et nous, on voudrait que les procédures soient simplifiées, que les gens aient accès à leur dossier, parce que concrètement, moi j'ai eu des détails techniques sur le déroulement de l'accident. Quand j'ai rencontré le juge d'instruction, c'était plus de 2 ans après l'accident. Donc les familles, en général, on est dans l'ignorance, on ne sait pas ce qui s'est passé. Alors ça bouge un petit peu, notamment avec les inspections du travail qui maintenant contactent les familles, leur envoient plus facilement, alors pas leur rapport en entier, mais elle leur dit, voilà, on a relevé des infractions, il y a un tel nombre d'infractions qui a été relevé. Donc ça commence à bouger un petit peu, mais c'est très très lent, très compliqué. On est beaucoup à avoir des problèmes de relation avec nos avocats aussi, qui répondent aux abonnés absents très régulièrement, qui ne répondent pas à nos renseignements. Enfin, quand on les appelle, on a l'impression de les déranger. Ils ne sont pas très accessibles. Et on a eu le même ressenti au ministère de la Justice. Ils ont écouté, mais en fait, ils vont pas certainement. On espère qu'ils vont prendre en compte ce qu'on a dit, mais on n'est pas sûr du tout, quoi. Si je peux me permettre, au niveau du ministère de la Justice, il me semblait qu'une de vos revendications, c'était aussi la question des poursuites judiciaires en cas d'accident du travail, qui n'est peut-être pas à la hauteur, en tout cas aujourd'hui. Oui, voilà. Les peines aussi, parce que les indemnisations des accidents du travail, il faut savoir que c'est à peu près ce qui est le moins bien indemnisé en France. Hein. Alors, normalement, en théorie, il n'y a pas de barème, mais en pratique, on se rend bien compte qu'il y a des barèmes d'indemnisation. Et si vous êtes victime d'un accident de la route, s'il y a quelqu'un qui vous renverse, qui est responsable et que vous êtes indemnisé, en gros, vous allez recevoir le double d'indemnisation par rapport à quelqu'un qui est victime d'un accident du travail. Donc on a demandé ça. On a demandé que les peines soient aussi indexées sur le chiffre d'affaires des entreprises. Parce que les amendes, Cristal Union par exemple, une amende de 100 000 €, c'est rien pour eux. Hein.
c'est un caillou dans la chaussure. A contrario, les entreprises où il y a juste un artisan qui avait 1 ou 2 embauchés, 100 000 € d'amende, ça coule l'entreprise. Donc voilà, on sait qu'il y a des patrons qui font attention à la sécurité. Le but, c'est pas de tirer sur tous les patrons, mais les entreprises qui sont des multinationales et qui se permettent... nous, il y a des procédures en cours, il y a des entreprises qui se permettent des choses absolument ignobles. Hein. C'est normal qu'elles soient condamnées à la hauteur de leur chiffre d'affaires. Absolument. Eric, tu veux dire quelque chose ? Quelqu'un veut faire un commentaire ? Sinon... Moi, je veux bien compléter un petit peu ce qui a été dit là, concernant la justice et les peines qui sont prononcées. La justice, pour moi, la justice de classe de ce pays, elle a 2 méthodes pour enterrer les affaires. C'est soit dans le cas de Fanny, pour l'accident d'Arthur et Vincent, c'est de faire traîner 8, 10, 12 ans, et puis pour essayer de décourager les familles, en condamnant très, très, très modestement et très incomplètement les prévenus. Ou alors le cas de l'accident de Quentin, où ça s'est très 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 vite soldé. C'est-à-dire qu'en 2 ans, un peu plus de 2 ans, l'affaire était soldée. En revanche, on l'a dit tout à l'heure, Cristal Union a été oublié de citer à comparaître, ce qui est quand même une grave erreur, parce qu'il y avait quand même 5 infractions qui ont été relevées par l'inspectrice du travail à l'époque, contre 4 à l'employeur de Quentin. Et puis il faut savoir que l'employeur de Quentin, l'entreprise ETH, a été condamné à 10 000 € d'amende avec sursis pour la mort d'un gamin au fond d'un silo. Je pense pas que ce soit une réponse adéquate à la mort au travail, et je pense pas que ça décourage et que ça dissuade les employeurs de quoi que ce soit avec des telles peines, quoi. Donc à mon sens, moi j'analyse ça comme ça. Je pense qu'il y a 2 façons de traiter le sujet, et de façons entre guillemets de ne pas le traiter le sujet. C'est soit on fait traîner pendant 10, 12, 13, 14 ans, puisque ça va durer encore un petit moment s'il y a un appel. Ça peut durer, on va pouvoir bordurer les 15 ans dans le cas de Fanny et de Marion. Et on peut tout solder en 2 ans avec des peines qui n'en sont pas, quoi. Voilà. Et si je peux compléter, c'est aussi toutes les situations où il n'y a même pas de poursuite judiciaire. C'est parce que là, on parle d'accident mortel du travail, où il y a eu des procédures, des poursuites et des condamnations, aussi sommaires que soient-elles. Mais il y a plein d'autres situations déjà d'accident mortel du travail où il n'y a pas de poursuite judiciaire au pénal. Le parquet décide de ne pas poursuivre. Et du coup, au mieux, il va y avoir une procédure judiciaire au civil avec le pôle social. La question, on évoquait tout à l'heure la question de la faute inexcusable des employeurs, mais ce qui est très, très complètement qui enlève toute une partie, en tout cas du côté dissuasif, en tout cas que peut avoir des peines de justice par rapport à ça. Et après, encore, si on descend encore en cascade, c'est tous les autres accidents graves et moins graves, où là, il n'y a absolument rien du tout. Enfin, c'est un parcours du combattant. Des collègues qui se retrouvent handicapés à vie suite à un accident du travail, au niveau pénal, c'est rarissime qu'il y ait des poursuites des employeurs. Et ça, je pense que, en tout cas, moi, ce que j'avais compris, en tout cas, des réponses qui étaient très... plutôt relativement négative par rapport à vos revendications avec le collectif de famille au niveau du ministère de la Justice. Enfin, moi, je l'ai compris comme, en gros, on va pas trop taper sur les employeurs parce que il y a la question du travail en fait qu'il faut protéger. Donc, on va plutôt, on va un petit peu les condamner, mais pas trop parce que ce qui est important, c'est pas tant de faire en sorte que les travailleurs et travailleuses restent en vie et en bonne santé, mais c'est surtout qu'ils continuent à aller travailler, quoi. Et ça, c'est une vraie question. Il y a une autre chose que vous signaliez tout à l'heure. Il y a aussi comme manière d'échapper à la justice de faire disparaître la personne morale pour l'entreprise Cristanol dont vous parliez tout à l'heure. Là, c'est aussi encore une façon d'éviter les poursuites, quoi. Nous, dans le collectif famille, on a au moins 3 ou 4 familles. C'est un sport national. Alors, soit ils liquident la boîte, soit ils se font racheter par une autre boîte. Et du coup, comme ça, c'est facile. S'il n'y a pas une personne physique qui est mise en examen, il n'y a plus de personne morale. Donc, il n'y a plus d'histoire, il n'y a plus de dossier et il n'y a pas de jugement. Et tout à l'heure, vous parliez aussi de ce jeune homme à Kourou. Il me semble que son dossier... Enfin, qu'il n'y a pas eu de dossier. Il a été égaré par mes gardes, par l'armée. Je ne sais pas trop pourquoi.
Voilà, alors ça c'est encore une autre façon Oui. éventuellement de D'échapper régler à la justice. le problème, c'est de perdre les dossiers comme ça on est tranquille. Et, enfin, ça arrive même en France. Là, il y a une famille dans le collectif où ils ont égaré son dossier et ils ont confondu le dossier parce qu'il y avait 2 noms de famille qui étaient pareils et c'était pas le même prénom. Donc ils ont envoyé le dossier de Rennes à Lyon alors qu'il n'avait pas lieu d'être envoyé à Lyon. Du coup, ils l'ont perdu, ils ne le retrouvent pas. Enfin, on voit des choses assez hallucinantes. Bien, je crois que, sauf si Greg ou l'un ou l'autre, ou Fred, un petit mot pour la fin, non, ça va. Eh ben, on va en rester là. Et puis, si, pardon. Si, moi je me dis, ce serait peut-être intéressant sur le. Enfin, je sais pas si tu vas en parler, Fanny, sur le. Enfin, on évoquait la question des procédures judiciaires qui sont interminables. Enfin, toi, dans ton cas, du coup, là, c'est 11 ans et bientôt peut-être 12 ans de procédure. Donc toi et Fred, c'était donc il y avait la question du volet au pôle social qui devait avoir lieu aujourd'hui à Reims et qui va être reporté là dans quelques temps. Mais il y a aussi Marion qui était la compagne d'Arthur et qui elle subit encore un prolongement. Alors Marion, elle étrangement, la société Car Service et Cristal Union lui ont proposé un accord à l'amiable sur ses dommages et intérêts. Donc elle a été indemnisée dans le courant de l'année dernière. Par contre, il y avait, ils reconnaissaient pas l'histoire de la majoration de la rente. Donc elle est quand même passée au pôle social. Et en fait, quand elle est passée au pôle social, la Perduole a été déboutée de sa majoration de la rente parce qu'ils ont réussi à trouver une faille. En fait, dans le système, on ne sait pas trop si c'est l'anciennement le TAS ou si c'est son avocate qui a fait une erreur parce qu'il y a un délai en fait de péremption. Quand on saisit le pôle social, c'est 2 ans, maximum 2 ans après l'accident, soit c'est 2 ans à la fin du pénal. Sauf qu'apparemment, son avocate, elle avait déjà saisi le pôle social, donc avant le pénal, et ils ont mis en suspens le dossier, mais ils ont oublié de dire que le délai de péremption continuait à courir. Donc en fait, ils ont estimé que le délai de 2 ans avait été dépassé, donc elle n'a pas eu le droit à la majoration de sa rente. Donc elle fait appel, donc la procédure n'est pas terminée pour elle non plus. Et son avocat lui a dit qu'il y en avait encore à peu près pour au moins 2 ans. Mais ce qui n'est pas un cas rare, en tout cas, oui, dans le collectif, l'histoire du délai de 2 ans après l'accident, on a plusieurs personnes qui sont concernées, qui ont dépassé les délais. Du coup, en plus de soit pas être reconnues pénalement parce qu'il n'y a pas eu le procès ou parce que les patrons ont liquidé les boîtes, ils ne sont pas indemnisés au civil parce qu'ils ont dépassé, ils sont hors délai pour faire les demandes. Bon, en tout cas, on se tiendra au courant pour la prochaine convocation au pôle social et on essaiera de mobiliser. Bien sûr, ouais. En tout cas, je pense que cette émission y contribuera largement, j'espère. Oui, ça serait bien quand même qu'il y ait du monde qui se déplace à cette occasion, même si c'est pas un procès tel qu'on a l'habitude de les connaître quand on va en correctionnel. En tout cas, c'est une partie importante de toutes les démarches que vous avez entreprises. Oui, bien évidemment, et au-delà de ça, c'est un soutien bien évidemment aux victimes et aux familles qui sont là et qui se battent depuis plus d'une décennie pour ça, quoi. Est-ce qu'on peut redonner les contacts des différents collectifs, syndicats, pour que ce soit clair un peu pour les auditeurs, auditrices? Du coup, l'association des cordistes qui s'appelle Cordistes en colère, Cordistes solidaires. Donc on peut taper tout simplement ça dans un moteur de recherche, on tombe sur le site internet qui est cordistesencolère.fr et il y a une adresse mail qui est contact au pluriel @cordistesencolère.fr. Et nous, le collectif, c'est le collectif Famille Stop à la mort au travail. Et donc, on a un site internet. Bon, je fais un peu de promo. On a une cagnotte Litchi s'il y a des gens qui veulent nous donner un petit peu d'argent pour qu'on puisse se déplacer à Paris ou pour aller soutenir parce qu'on n'a pas parlé, mais on va soutenir les familles de victimes au procès. Donc, on se déplace dans toute la France pour assister au procès. Et on peut nous contacter par mail. Donc, c'est SEC comme secrétariat. .stopalamourautravail@gmail.com. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci.
Je suis venu pour te rejoindre, toi tu n'as pas voulu me voir. Pour ce marin sur son navire, il sera via le port ce soir. Tant pis, nos amours échouaient. Quelle ironie en septembre, l'amour est juste accepté, ça comprend. Les rues sont mortes et moi je meurs de les voir mortes autant que moi. Et le vent porte sur les écumes des voiliers blancs au fond des gares. Le regard sur le téléphone, non je n'aurai plus de nouvelles que l'incompréhension des yeux des religieux perdant le ciel. Les avenirs perdent le futur et les présents jamais ne durent. Les amours conjugaux passés, quiconque a cru qu'ils s'aimeraient. Et nous ne nous aimons plus, ou du moins nous l'avons perdu. L'indestructible que le temps prend plaisir à tuer parfois. Pourquoi tu veux pas me parler? Tu as sans doute tes raisons. Ces choses dures à accepter quand on a perdu la passion. Alors va pour l'indifférence, va pour ces choses qui n'ont de sens que le silence qu'on leur fait dire. Les rimels dans les sourires. La nuit s'agite, on n'est pas quitte. L'horreur des injures, je te jure. On aurait dû passer tout ça, recoudre un peu nos déchirures. Mais la mémoire, non, n'est pas neuve, et ma violence n'est pas nouvelle. Ces écorchures au fond de moi, au coup d'enterrement parfois. New York a mis son manteau blanc, et moi j'ai rangé mes couteaux. Un jour tu sais, tu reviendras pour un café ou quoi que ce soit. Arrête de délirer enfin, tu sais qu'elle ne reviendra pas. Que la forêt a pris le feu, puis que l'amour a dit adieu. 11 septembre au gré des cendres, le monde en pleure pour le center. Et moi qui pleure pour mon amour, je sauterai bien du haut d'une tour. Bien sûr la mienne est fille unique, mais elle aurait le goût du ciel, elle aurait le goût du tragique, des meurtrières. Des meurtrières. Procession du nouveau monde, moi j'emmerde la pluie qui tombe. Je les regarde faire leur deuil, et moi non, ça ne m'aime pas. Mon cœur est pris par d'autres crimes, il est pris par l'amour de toi. Et si de tours manque à New York, mon amour, toi tu manques à moi. Si les amours ne peuvent faire, je crois jamais machine arrière. Je m'en vais comme je suis venu, dans un train pour un or perdu. Pas de news dans le téléphone, leur commémoration lugubre, puisque ma route funéraire, puisque sans toi et ma lumière, au génocide qu'on nous vend, à nos consciences les tremblements, tu sais tout ça ne m'aime guère. Et puis le destin de la terre peut mourir, moi je m'en fous, puisqu'elle me fait vivre sans toi, puisque tous les levers du jour sans toi ne se relèvent pas. Les meurtrières. Les meurtrières. Le soleil s'incline en silence, il me dit que tu manqueras. Je sais qu'à l'autre bout du monde, il doit s'incliner devant toi. Le soleil s'incline en silence, il me dit que tu manqueras. Je sais qu'à l'autre bout du monde, oui qu'il s'incline devant toi. Allez je saute, j'en peux plus, et que les goélands m'emmènent où les poètes sont les dieux, où les adieux sont les je t'aime. Voir un peu les villes d'en haut, comment ça brille, un peu la terre. Me dire que toi là où tu es une de ces lumières. Aux processions du nouveau monde, et de leurs yeux la pluie qui tombe. Je les regarde faire le deuil, non moi ça ne m'aime pas. Mon cœur est pris par d'autres crimes, il est pris par l'amour de toi. Et si de tours manque à New York, mon amour, toi tu manques à moi. 11 septembre, au gré des cendres, le monde en pleure pour le center. Et moi qui pleure pour mon amour, je sauterai bien du haut d'une tour. Bien sûr la mienne est fille unique, bien sûr qu'elle a le goût du ciel, bien sûr qu'elle a le goût des tragiques, des meurtrières. Des meurtrières. Je suis venu pour te rejoindre, tu n'as pas voulu me voir. Pour ce marin sans son navire, il sera via le port ce soir. Tant pis nos amours échoués, quelle ironie en septembre, l'amour est juste à accepter.